ils ont pris les meilleurs du monde, hein. Ouais, c'était impressionnant. Yes. Salut, aujourd'hui je vais te parler de mon intégration en alternance dans une boîte qui vise le milliard de valo. Et ouais, dit comme ça, c'est un peu stylé, hein. C'est pour ça que t'as cliqué d'ailleurs. Coquin, bah, tu veux voir des sous? Il y aura pas de sous dans cette vidéo. Non, moi je te partage ma vie d'un alternant designer. Je fais des études et en même temps, bah, voilà, je rejoins une nouvelle entreprise. Je suis précisément apprenti product designer, donc dans l'équipe de design à l'essence même du logiciel. Oui, parce qu'on fait du logiciel, c'est important. Et ouais, les vacances sont finies, je viens de rentrer. La transition est un peu dure. Tout de suite, il pleut, il fait pas beau, tu bosses là et tout. Mais c'est cool, le taf est cool. D'ailleurs, on va en parler de ça. J'avais un peu d'appréhension et finalement, c'est en train de se déconstruire petit à petit. On est le 2e jour. J'ai commencé hier. Cette année, j'ai de nouveau eu, pour la première fois depuis bien longtemps, cette boule au ventre de la rentrée. Parce que dans ma tête, en fait, j'ai vraiment fini l'école depuis un moment, en tout cas déjà depuis un an, même si je suis encore en études, hein, c'est paradoxal. Je vois les études comme un bagage, mais c'est pas ce sur quoi je compte le plus. Et comme vous le savez pour certains sur cette chaîne, j'ai passé une année à ne pas faire d'alternance à côté de mes études pour pouvoir entreprendre. Et donc j'ai passé une année très seul. J'ai passé une année à travailler depuis mon bureau, depuis chez moi, et j'ai eu besoin de chaos, je pense. Ouais, sur la fin, j'ai commencé à m'ennuyer, à tourner un peu en rond, à avoir besoin de voir des nouvelles choses. Et donc au retour des vacances, j'ai passé de bonnes vacances, c'était cool, ça m'a aéré l'esprit, mais j'ai eu peur un peu de retomber direct dans ce truc d'enfermement social, parce que je suis en full remote. Je travaille depuis chez moi. J'ai des collègues, mais ils ne sont pas là avec moi, je suis chez moi. Alors je vais avoir l'occasion de monter sur le campus de l'entreprise à Paris régulièrement, plusieurs fois, ce sera possible. Donc de temps en temps, ça fera quand même un peu un changement de paysage, un changement de routine. Et ça, c'est plutôt cool. Déjà, j'étais pas au courant d'à quel point ce serait flexible à ce niveau-là, et en fait, ça a l'air plutôt possible, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis la deuxième raison de cette mini boule au ventre que j'ai pu avoir, je dis boule au ventre parce que ça rend la chose plus gentille, en soi c'était vraiment ouais, du stress quoi, enfin une petite appréhension, parce que moi j'ai déjà fait une année d'alternance qui m'a laissé une expérience un peu amère, un peu décevante, et mon cerveau naturellement a pris ça comme une démonstration de ce que peut être le salariat en général, et donc j'en avais une mauvaise image. J'en ai une mauvaise image, mais je suis convaincu que ce n'est pas un reflet de tout le marché du salariat. Et puis là, depuis 2 jours, j'ai commencé. Là, c'est ma pause entre midi et 2, je viens de manger. J'enregistre ça rapidement. Et l'équipe est super cool. D'ailleurs, coucou tout le monde, si vous passez par là, je sais qu'il y en a qui savent déjà que j'ai une chaîne YouTube. D'ailleurs, ma chaîne YouTube m'a permis de rejoindre cette entreprise, et la première aussi dans ma vie. En fait, il n'y a pas meilleur portfolio qu'une chaîne YouTube, en vrai. Quand vous faites bien des vidéos, c'est la meilleure manière de transmettre qui vous êtes à quelqu'un d'autre qui vous connaît pas. Donc même si j'ai pas vraiment gagné d'argent au point d'être rentable sur cette chaîne, c'est quand même grâce à ça que j'ai débloqué plusieurs opportunités dans ma vie. Et ouais, donc finalement, ces 2 jours déjà m'ont laissé comprendre que toutes les portes étaient ouvertes pour que ça se passe très très bien. Tout le monde est très jovial. Alors sans doute, je me doute qu'il y a un peu de... C'est le début, c'est le retour des vacances, c'est encore un peu tranquille, je sais pas à quel point, mais vraiment, ça a l'air sympa quoi, des gens humains, c'est ça. Le truc le plus important dont j'avais besoin, c'était de travailler avec des gens, et pas pour des gens. Et dès le début, on m'a confié une mission que personne d'autre ne fait. Je crée quelque chose de nouveau dans le processus de l'entreprise, je rajoute une pièce dont il y avait besoin. C'est une des tâches qui m'a rapidement été énoncée, plus ou moins confiée. On m'a même proposé si elle me convenait avant même de me la confier. Je reste dans le flou, c'est vrai, mais je me dis que ça peut permettre à certains d'entre vous qui sont peut-être dans ces phases de trouver une alternance, de rentrer dans le monde du travail. Voilà, je vous partage mon expérience. Alors les plans de taureau et de beaux endroits que vous voyez depuis le début ont un sens vis-à-vis de cette vidéo, je vous promets. Au début du mois d'octobre, là, la totalité des employés de l'entreprise ont été invités à participer à un séminaire au Puy du Fou. Et moi je me suis amusé à prendre ma petite caméra pour filmer des petits instants. Et pour moi ça tombait bien puisque ça faisait qu'un mois que j'étais là et je connaissais pas grand monde. Et ça m'a permis de rencontrer un peu tous mes collègues et même les personnes avec qui je travaille pas du tout directement. Le premier jour quand on est arrivé, on a eu plusieurs heures de conférences de chaque quartier de la boîte qui présente le travail de l'année, les résultats. On a aussi été briefé sur toute la nouvelle vision qu'a l'entreprise
quelles sont nos ambitions, vers où on veut aller. Et le but de ça, c'était de motiver tout le monde, en gros, pour cette nouvelle année. On a aussi pu rencontrer les investisseurs qui étaient invités, ceux qui croient dans le projet. Et pour finir, on a eu la conférence d'une pilote de chasse américaine, une des rares femmes à être dans cette position, qui nous expliquait son parcours de vie et toute la résilience dont elle avait dû faire preuve pour arriver là où elle en est arrivée. C'était carrément inspirant, c'était clairement le but de nous donner des exemples de comment on devrait se comporter chaque jour dans notre quotidien. C'était bien mindset, bien dev perso là. J'étais dans une chambre avec 2 autres alternants, Yanis et Zinedine. On se connaissait pas avant parce qu'on n'est pas dans le même quartier de la boîte. On a été recrutés en même temps, donc c'était intéressant de voir avec eux leur vision, quelles étaient leurs missions, comment ils travaillaient. On a pu discuter de tout ça. Et puis le lendemain, bien sûr, on a profité du parc toute la journée à voir tous les spectacles du Puy du Fou. Vous avez des petits extraits. Globalement, c'était un super moment, très humain. J'ai pu rencontrer plein de monde, discuter avec plein de monde. Et effectivement, ça soude une équipe. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point il y a tellement de monde qui se connaissent même pas entre eux, qui viennent de plusieurs endroits dans le monde et qui pourtant travaillent pour le même projet, accordés ensemble, dans le même but, dans la même direction. J'en profite pour vous proposer de vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Bonne suite de visionnage. Ah, t'as ramené ta petite caméra et tout en mode vlog. Je fais des films sur YouTube. Hein. Mais non, dingue. Si, je fais des vidéos. Tu passes à la télé. Maman, je passe à la télé. Attends, on va aller dehors. Il y aura un peu plus de lumière. J'ai jamais vlog comme ça. Bah ouais, dehors. Il y a plus de lumière, il fait nuit là-dedans. T'as pris une cam carrément. Bah ouais, je fais des vidéos. Wesh, la société. Je me suis jamais trop filmé comme ça en plus, je suis pas un pro du vlog. Ah voilà, c'est mieux. Des chapiteaux de... On dirait pas le village du Hobbit, mais avec des tentes à la place des trous. Enfin, ça fait un peu... C'est très bizarre. Attends, faut que je montre ça un peu. C'est très bizarre. Putain, t'as un micro intégré et tout. Wesh, la street. C'est une dinguerie. C'est une colonie de vacances. C'est pas une boîte. On peut marcher ça, je pense. Bah ouais. Il y en a en bas carrément. Et c'est un parc d'attractions. Non mais chaque brin d'herbe est nickel, y a aucun truc de travers. C'est super bien entretenu. Bon là non mais c'est derrière. Ah, c'est nous, on a des chapiteaux. Enfin non, ils sont tous dégueulasses. Non, ça va en vrai. C'est la fin de saison. Non, rentre pas. Non mais oui, fais gaffe, c'est une vraie tente par contre. Bah y a des vrais murs dessous mais faut que je vous montre le dedans. Je vais vous montrer dedans mais on voit rien. J'ai profité de temps qu'il faisait jour pour montrer l'extérieur. Parce que... Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah à 20h on va manger je crois. Ah ouais, elle buffet. Ouais, c'était pas mal aussi. On est pas trop mal, on va dire. Je fais des... Salut. Des petits vlogs, je montre les tentes là. Je montre ce monde de Hobbit. J'espère qu'on a de la 4G hein. C'est pas dit ici. Parce que ça fait peur hein. Attends mais regardez. Déjà, la porte c'est un vitrail. Le lit c'est... Vas-y, j'ai pas un assez grand angle, c'est chiant. Le siège, ah là je pourrais faire mes petits... Comme ça là. T'as quand même 10 000 abonnés putain. Ouais. Charbonne, ça fait combien de temps? Bah en fait j'en ai fait pendant 5 ans entre mes 15 et mes 20 ans, j'ai arrêté 3 ans. Et là j'ai repris au début de l'année. Bon je fais beaucoup moins de vues maintenant parce que j'ai changé de sujet. Ouais. Mais tu faisais quoi avant? Du graphisme. Ah non, du graphisme. Ah ça a pété avant le graphisme. Ouais. Vraiment. Ouais. Avec Minecraft et tout. Ouais c'est ça, j'ai commencé avec Minecraft. C'est cool, et là tu veux reprendre à fond. Bah là, ouais, depuis 2024, j'essaye d'être régulier et puis je documente mon travail, mon entrepreneuriat. Ah ouais? Et ouais. Ça. Et du coup maintenant, Ringover, depuis un mois, j'essaie de documenter ça. Je sais pas, enfin tu sais, j'étais... des vidéos par rapport à ça? Bah j'ai pas encore publié, mais j'ai commencé à tourner des trucs, ouais. Ouais. Et j'essaie de sortir des vidéos combien de... genre... En vrai, l'idéal, ce serait au moins une toutes les 2 semaines, mais là, en soi, je devrais en sortir une samedi et j'en ai pas de prête, quoi, parce qu'on est là. T'en as pas mal? Bah, t'en as pas de prête, ouais. Ouais, j'en ai pas une de prête pour samedi. Ouais, ok. Parce qu'on est là et je peux pas bosser chez moi les soirées, quoi. Enfin... En plus, tu dois être bon en design comme ça fait depuis longtemps, du coup, ce qui te donne à faire, ça va, c'est tranquille. Bah, en vrai, c'est quand même, j'ai quand même beaucoup à apprendre. Franchement, là, ouais. je vois les contraintes, les trucs, j'ai pas mal à apprendre. Même Figma en soi, j'ai pas passé beaucoup de temps. Le fait que tu réfléchis de cette façon, ça veut dire que tu aimes bien ce que tu fais, quoi. C'est ça qui est bien, de fou. Mais même avec les PM et tout, enfin, je comprends les contraintes du monde réel. Il y a plein de trucs que je sais pas. Ce que te demande de Ringover,
C'est réalisable Ouais, bah en soi pour le moment là mes missions, si tu veux, ma plus grosse mission Ouais. c'est réaliser un process pour faire des tests utilisateurs le plus facilement possible. Ok. Tu vois ce que c'est, vous voyez ce que c'est un test utilisateur? Ouais. Ben en gros pour l'instant c'est fait à l'arrache. Et enfin fait à l'arrache. Il faudrait améliorer ça pour aller plus vite et gagner du temps et avoir plus de data quoi. Et genre, ils te donnent un projet où tu travailles dessus ou c'est tous les jours ils te donnent un nouveau truc? En fait c'est pas tous les jours, c'est tu vois on a Notion avec des tâches Ah, il t'a et filé on des se les tâches. assigne entre nous, tu vois, soit on m'en file, soit je m'en mets de trucs que j'ai vu qu'il fallait faire un peu naturellement. Mais plus souvent ils t'en mettent ou c'est toi qui trouves des trucs à faire? Parce que c'est chiant. C'est un peu les deux. Un peu les C'est en discutant avec Chloé, ma manageuse là. Ok, ouais. Ça va les coups? Ça se fait. Ouais, c'est très chouette. L'équipe est trop bien. Comme c'est une boîte qui vise quand même le milliard de valorisation, c'est quand même une boîte qui a des moyens. Et ça, c'est cool. C'est cool dans le sens où on te propose des choses, on te donne des choses. En tout cas, t'es confortable. On m'a filé tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler. Ce n'est pas à moi de l'acheter. On me défraie les déplacements, j'ai tout ce qu'il faut dans le package d'un salarié un peu chouchouté quand même. Et ces trucs-là, ça, même si je suis au tout début de tout ça, hein, évidemment, et toutes ces choses-là, ça procure déjà en moi ce sentiment de besoin de réciprocité. En fait, c'est un phénomène naturel en psychologie humaine, qui est quand on te donne quelque chose, naturellement tu vas te sentir redevable. Alors ça peut être vu comme une forme de manipulation, mais en vrai, moi elle me convient totalement. Tu me donnes, j'ai envie de te donner en retour. Alors que si tu fais que me prendre, au bout d'un moment je vais limiter. Et c'est naturel, je pense que naturellement on fait tout ça. Et je pense d'ailleurs que c'est le travail d'un manager. En tout cas, je suppose que c'est ce qu'on fait apprendre aux managers en études de management et tout ça. Que des principes de psychologie comme ça. Et moi je les analyse de mon point de vue parce que j'ai déjà été manager de projet aussi. Donc j'ai un peu les deux points de vue. J'ai déjà recruté des gens pour des projets et j'ai déjà été recruté pour d'autres. Donc j'ai un peu toute cette vision-là et j'ai l'impression que c'est assez bien maîtrisé dans la boîte que je viens de rejoindre où tout le monde est très humain. Si t'as trouvé ton truc et que tu trouves une boîte qui te laisse libre de t'exprimer, qui te laisse te trouver toi-même tes propres intérêts à faire les choses bien, qui te les induit, qui te donne envie de bien travailler juste parce que toute atmosphère est bien faite. Moi, je trouve ça presque de l'ordre d'une œuvre d'art, en vrai. Enfin, un système qui fonctionne par lui-même juste parce qu'il est bien pensé. Un système d'interaction entre gens, même à distance, qui ne se rencontrent pas en vrai, qui est assez bien pensé, où les gens sont assez bien sélectionnés aussi peut-être, ça doit jouer, pour qu'ils matchent entre eux et que ça produise des résultats. Quand j'ai écouté les réunions et les gens qui parlent de leur travail, j'ai vraiment la sensation que la notion d'envie est prédominante sur le devoir. Et c'est beau, c'est stylé. Hey, yo, ça fait 3 semaines depuis la dernière petite vidéo que vous venez de voir là. Je me suis pas changé depuis 3 semaines. Là, cette semaine, je suis en semaine de cours. Sauf que on a eu une semaine pour écrire 10 lignes qui synthétisent le mémoire. Et crois-moi que je vais pas mettre une semaine à écrire 10 lignes. J'ai mis 2 heures lundi matin. 2 heures c'est déjà beaucoup, mais je l'ai bien fait. Et là du coup, j'ai du temps. Donc je fais des vidéos YouTube. Et je vais vous parler de Ringover. Ça c'est le nom de la boîte, enfin je le débite. Pourquoi j'osais pas le dire? Je sais pas trop. Je pensais que j'avais pas forcément le droit, fallait que ça reste privé, mais c'est con, c'est écrit sur mon LinkedIn. Si tu veux aller voir mon LinkedIn, d'ailleurs, je vais commencer à le lier à ma chaîne YouTube, parce que je parle quand même beaucoup de trucs de boulot, ce serait pas si con. Donc Ringover, c'est quoi? Ringover, c'est une boîte de logiciels, ça vous l'aviez peut-être compris, de logiciels dans la téléphonie. Je vous ai mis le site là d'ailleurs, Théma, c'est tout joli. Ça c'est pas moi qui l'ai fait le site. Moi je bosse pas sur le site, moi je bosse sur le logiciel lui-même. Et de toute façon, j'ai pas eu le temps de faire grand chose encore en 3 semaines. Donc il n'y a pas grand chose que vous allez voir et c'est moi qui l'ai fait, hein. C'est toujours pas passé en prod. Non, détrompez-vous, on est 380 dans la boîte, répartis essentiellement sur Paris, parce que la boîte est essentiellement française, mais il y a aussi un bureau à Londres, à Barcelone et à Atlanta aux États-Unis. Donc c'est une boîte internationale. Mais les autres branches dans les autres pays, c'est plutôt des sales qui déploient le logiciel dans les autres pays pour qu'on ait des clients dans le monde entier. Donc c'est une suite de logiciels, à la base un logiciel qui maintenant a plusieurs petits frères. Alors la téléphonie, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on connaît le plus, nous, quand on n'est pas du milieu, ni sales, ni quoi que ce soit, c'est juste les vendeurs de panneaux solaires qui nous appellent n'importe quand là pour rien. Voilà, moi je crée un logiciel pour ces gens-là, là, pour qu'ils puissent nous appeler plus facilement. Non mais après, moi je crée l'outil, on peut en faire des choses très très bien et des choses très très moins bien. Moi je... pas responsable. Non, en vrai, il y a vraiment des choses très très cool à ça.
Parce que quand tu crées un produit, quand tu crées un service, une entreprise, peu importe, t'as besoin de le vendre. Il y a bien un moment où il faut que tu trouves des clients. Et la vente au téléphone, c'est vieux comme le monde, et ça reste encore prédominant dans les méthodes de vente. Ça s'appelle du cold calling, ou même, ça peut être du call déjà préchauffé avec des leads déjà préchauffés. Bon, là, je vous ai perdu en 2 secondes peut-être si vous n'êtes pas du milieu. Mais dans l'idée, c'est un logiciel qui est fait pour vendre au téléphone ou assurer le support client aussi quand vous appelez parce que vous avez un problème avec votre biberon. La boîte de biberon, elle va dire ok, il suffit que tu appuies là sur le bouton pour aller dans les paramètres du biberon. Bon, non, mais ça arrivera pas, mais bon, je sais pas. Voilà. Donc, on est 380 je crois, l'autre fois j'ai vu ça sur Slack. En tout cas on est beaucoup, c'est ça qu'il faut retenir. Et moi je suis dans une équipe, une sous-équipe du coup, une première sous-équipe qui crée le produit avec tous les développeurs et les designers et tout ça, où je crois on est à peu près 100 de ce qu'on m'avait expliqué au début. Et dans cette équipe, je suis encore dans une sous-équipe où on est 25, où on est que l'équipe qui s'appelle l'équipe produit, où on est vraiment les 25 qui créons le produit digital, donc le logiciel, les logiciels. Et ensuite, moi, je suis encore dans une sous-équipe de cette équipe où il y a que les designers. Et dans cette sous-équipe, on est 6, 7, ça va s'agrandir en plus, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver. Et vous imaginez bien que pour moi, c'est tout nouveau tout ça. Parce que j'ai bossé dans une alternance où on était 2, moi et mon patron. En plus, on faisait tout plein de trucs et rien à la fois. Vous imaginez bien que quand on est 2, tout le monde a plein de rôles. Mais en gros, quand moi je bossais, j'étais toujours qu'avec une seule personne. Là, je bosse avec potentiellement, je sais pas, des centaines de personnes. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, pour moi, ça change énormément. Pardon. Je cherchais une alternance où j'allais pouvoir, ne serait-ce que par observation, apprendre comment fonctionne une boîte qui fonctionne. Parce que j'avais été dans une boîte qui coule, ça m'avait donné des exemples de trucs à ne pas faire, mais je préférais quand même des exemples de trucs à faire. Là, au moins, j'ai un modèle de hiérarchie d'équipe. Je connais pas tout encore de l'historique de la boîte, mais je vois comment fonctionne, en tout cas, une boîte qui marche. Et donc, ça me donne plein d'idées. Une boîte qui marche, oui, mais bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Et c'était ça que je me posais un peu comme question, c'est à quel point je vais me sentir utile dans la boîte. Parce que finalement, moi, en tant que designer produit, donc vraiment designer les fonctionnalités, j'ai pas tant d'expérience que ça sur Figma, etc. J'ai appris beaucoup sur le tas, j'ai pas eu des milliers d'heures de cours non plus, et j'apprends encore sur le tas aujourd'hui, j'apprends super vite parce que j'ai des cas très concrets. Et je me demandais un peu à quel point je vais être utile à l'équipe, tu vois. Et en fait, c'est trop cool parce qu'à la fois, il y a énormément de choses qui sont déjà faites et à la fois, il y a énormément de choses à faire. Enfin, la boîte est déjà très bien avancée et en même temps, je vois déjà tout ce qu'on pourrait faire. Enfin, tout, non, mais plein de choses qu'on pourrait faire de mieux ou ajouter ou simplifier. Enfin, je me sens vraiment à ma place, je me sens vraiment utile. C'était un peu le doute que j'avais et finalement, c'est pas du tout le cas. En plus, les 2-3 petites missions que j'ai eues, je les ai pas trop mal faites. Enfin, les gens étaient plutôt satisfaits de mon travail, donc c'est plutôt encourageant. Moi, là, j'ai travaillé que sur un seul des logiciels. Donc, je vais vous parler que de celui-là. C'est Ringover. Il y a Ringover et à côté, il y a aussi Empower et Cadence. Si jamais vous faites de la téléphonie dans votre boîte et que vous voulez l'organiser mieux, c'est probablement ce qu'il vous faut. À quoi ça sert Ringover? Ça fonctionne avec une web app et un dashboard. La web app, elle est destinée aux agents qu'on appelle, enfin, donc tous les gens qui vont appeler au téléphone, toute l'équipe de sales ou de support client ou peu importe. Et donc c'est une interface qui va permettre à ces gens-là d'appeler plus facilement tous les numéros de téléphone qu'ils ont à appeler, de pouvoir changer leur numéro de téléphone, d'avoir un numéro en fonction du pays dans lequel ils veulent appeler, d'avoir des statistiques sur leur travail du jour ou même leur travail de la semaine, etc. En gros, c'est vraiment comme un cockpit d'avion si tu es sales. C'est là-dessus que tu vas interagir, c'est là-dessus que tu vas travailler toute ta journée. Et ensuite, derrière, tu as le dashboard. Ça, c'est plutôt pour le manager ou le chef d'équipe des sales qui va pouvoir voir les performances individuelles de chacun des vendeurs et aussi les performances d'équipe, voir où est-ce qu'il y a des failles, voir où est-ce qu'il y a des points faibles, voir ce qui pourrait être amélioré. Et c'est comme ça que les performances de l'équipe de vente et donc l'acquisition client peuvent augmenter. Et du point de vue service client, si c'est pas pour du sales, c'est pareil. La qualité du service client va augmenter grâce au logiciel Ringover. Bon, c'est bien. En tout cas, là, dans l'instant présent, je me sens plutôt bien là où je bosse. Je suis assez aligné avec ce que j'aime.
Donc c'est cool. Et en plus, bon, ben on connaît le salariat, ça apporte de la sécurité. Hein. J'ai mon salaire qui va arriver à la fin du mois. Ça me permettra de payer mon loyer, ma nourriture et toutes ces genres de choses, ma vie, quoi. Et je me suis quand même un peu demandé pourquoi, avec la personnalité que j'ai, qui est tendance à toujours vouloir re-questionner les systèmes en place, pourquoi je joue encore avec les règles du jeu. Je m'explique. Le salariat, pour moi, et les études, en fait, faire 5 ans d'études pour finir salarié, c'est juste jouer aux règles du jeu de la France. En tout cas, c'est ce qu'on nous induit principalement en France. En France, on va jamais nous dire, l'école va jamais nous énoncer la possibilité de créer quelque chose de soi-même, de trouver une faille dans le système pour essayer de trouver une solution et apporter quelque chose qui peut améliorer la société ou améliorer quelque chose quel qu'il soit. On nous induit jamais l'entrepreneuriat à l'école. Et en plus, bon, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, donc ça n'a pas été non plus quelque chose qui pourrait venir de ma famille. Donc ouais, je me suis un peu demandé pourquoi j'étais encore en train de jouer aux règles d'un jeu que je n'apprécie pas. Pour l'école, la première raison, je pense que c'est juste parce que je suis rentré dans un système et j'avais envie d'aller au bout, pour faire plaisir à la famille aussi. Voilà, c'est leur prisme de succès. Moi, j'ai trouvé un moyen que ça me prenne le minimum de temps et d'énergie pour avoir quelque chose de très utile. Et puis, mine de rien, ça reste un plan B. Et le salariat, bon, ben, aujourd'hui, vraisemblablement, comme j'ai fait 1 an à travailler tout seul et que j'ai pas gagné d'argent, bon, j'en ai quand même besoin. Mais ce que j'ai compris plus profondément, c'est que j'avais encore besoin d'apprendre. En fait, je me sens encore ignare. Je connais pas encore assez les systèmes, ou en tout cas, je connais pas des systèmes qui ont assez de valeur et je les connais pas assez en profondeur pour identifier des failles et potentiellement apporter une solution qui puisse valoir beaucoup d'argent. À travers l'école, j'ai rencontré plusieurs problèmes, puisque ces écoles qui sont privées, donc je ferai probablement une vidéo où je parle de mes études. Au sein de l'école, j'ai identifié des failles dans leur business et j'avais des fois potentiellement envie de les aider, sauf qu'en fait c'était juste des gens qui ne souhaitaient pas être aidés, donc ça c'est un autre problème. Et là, au sein de l'entreprise dans laquelle je suis, on a pour moi identifié certains problèmes et donc on m'a missionné de les résoudre. Et dans la boîte dans laquelle je suis actuellement, en fait chaque mission que j'ai, c'est des petites problématiques que l'on a, que je dois résoudre. Donc en fait, je suis entrepreneur au sein de la boîte, quelque part. Designer, en tout cas, c'est ça. C'est identifier les failles pour trouver des solutions. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que entrepreneur, c'est ça. C'est juste trouver des problématiques, les comprendre et trouver des solutions. Et en fait, si j'ai continué au fond de moi, sans trop savoir pourquoi, un master, si je continue au fond de moi sans trop savoir pourquoi, hormis le besoin financier et le besoin de rencontrer des gens intéressants, si je continue le salariat, c'est parce qu'au fond de moi, j'ai envie de comprendre des environnements et de m'y plonger totalement dedans pour comprendre ces gens-là, comprendre le monde de la start-up en l'occurrence, pour potentiellement identifier des failles et y apporter des solutions plus tard, pour potentiellement créer ma boîte plus tard. Et en parallèle de ça, je me rends bien compte que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je suis jeune, et j'apprends très très vite en pratiquant. Ça, c'est une particularité que j'ai, j'apprends tellement plus en faisant moi-même, je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui sont pas capables de faire par eux-mêmes, ils sont un peu perdus. Moi, je suis assez débrouillard, donc j'apprends sur le tas. Et je me suis convaincu et je me suis prouvé plusieurs fois que j'étais capable de devenir bon dans un domaine, même en partant de zéro, si tu me donnais suffisamment de temps. Donc ça me fait pas peur de plonger dans un environnement nouveau. Et maintenant, je commence à voir les résultats d'à quel point, quand je suis vraiment dans un environnement nouveau, avec mon œil naïf, j'arrive à me dire, attends, mais pourquoi ça c'est comme ça? Ça devrait pas. C'est évident que ça fait ce résultat-là qui est problématique. Si on faisait plutôt les choses comme ça. Et un jour, j'aurai un truc tellement criant de vérité que ça vaudra beaucoup d'argent. J'en suis convaincu. Mais pour ça, il faut que je continue à explorer des mondes qui ne sont pas les miens. Il faut que je continue à oublier mes croyances et à aller à 180 dans l'autre sens pour explorer d'autres réalités. Alors, je suis pas obligé d'aller vers les mondes qui m'intéressent pas du tout, mais en l'occurrence, celui de la start-up, celui de la formation, ce sont des mondes qui me plaisent. J'aime la pédagogie, c'est ce que je fais à travers ces vidéos. J'aime la création de valeur, c'est aussi ce que je fais à travers ces vidéos. Donc la start-up, les écoles, c'est vraiment 2 mondes qui pouvaient m'intéresser en fait.
J'ai remarqué autre chose, c'est que les entrepreneurs qui réussissent sans être passés par les cases classiques, c'est-à-dire les études, le salariat, etc., qui ont gravi les échelons, sont complètement détestés par la société. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que potentiel un jour recruteur d'une équipe, ce sera toujours mieux vu d'être passé par des études, au même titre que les gens que tu as recrutés, que regardez, moi j'ai arrêté l'école à 16 ans et je suis votre patron et je gagne plus que vous. Bon, alors en soi, il y a aucun problème à ça. Moi je suis complètement ok avec ça. Si mon patron, s'il le faut, il a pas fait d'études, j'en sais rien. Je m'en fous, tu vois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trop d'ego comme ça et qui se diront oh non, le connard, je travaillerai jamais bien pour lui parce qu'en fait il mérite pas, parce qu'il a pas fait le parcours que j'ai fait moi. Enfin bref, il y a beaucoup de systèmes de pensée un peu nuls comme ça dans la société, en tout cas en France. À l'international, c'est pas forcément comme ça. Je sais qu'aux États-Unis, les études priment pas du tout, c'est beaucoup plus l'expérience. Mais ouais, le même entrepreneur, tu vois, tu prends deux entrepreneurs qui ont les mêmes résultats. Tu prends celui qui a fait des grandes études, qui a galéré longtemps, etc. Les gens vont plus l'aimer que le gars qui a réussi direct et qui a mis du coup un peu plus de temps à grossir pour arriver au même résultat au même moment que l'autre, mais qui a grillé toutes les étapes, qui a pas de diplôme, qui a limite pas le brevet, t'imagines, enfin ça doit exister. Mais ça, les gens l'apprécieront pas. Alors après, bien sûr, je fais pas les choses pour être apprécié par les gens, mais c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué. Et en tout cas, aujourd'hui, je joue dans le jeu de la France et ouais, c'est comme ça que c'est un peu triste, mais c'est la mentalité française. Je vous parlais de failles à identifier dans un nouvel environnement pour potentiellement apporter de la valeur et une solution nouvelle sur le marché. J'ai déjà plus ou moins identifié, ne serait-ce qu'en 3 semaines, une vraie faille, un vrai potentiel de création de valeur dans le processus de test utilisateur. Alors je vais rentrer dans des détails un peu techniques pour la fin de la vidéo. Toute boîte qui crée un logiciel ou un SaaS ou peu importe, une plateforme ou j'en sais rien, procède par itération. C'est-à-dire que tu crées d'abord ton MVP, Minimum Viable Product, ton logiciel, ta fonction première, ta fonction primitive. Et puis ensuite, tu améliores, tu rajoutes des choses et à chaque fois, tu rajoutes des petites fonctionnalités. Sauf que toutes ces petites fonctionnalités sur l'interface, il faut vérifier si elles sont utilisables, utiles, si elles sont faciles à comprendre, accessibles pour tout type de personnes. Et ça, pour être sûr, ça peut pas être un designer ou même une équipe de très bons designers qui le font. Alors évidemment que si tu prends une équipe de 3 designers focus sur une toute petite tâche et les mecs ils ont 10 ans d'expérience, évidemment qu'ils feront peut-être moins d'erreurs naïves qu'un débutant comme moi. Mais dans tous les cas, un designer sait qu'il n'aura pas raison sans test. Le test, qu'on appelle test utilisateur, c'est confronter ta solution à qui elle doit servir réellement. Un utilisateur. Tu dois vérifier littéralement si ce que tu as designé sur l'écran, il va comprendre où est-ce que le bouton, à quoi ça sert, comment aller trouver cette fonctionnalité, à quel endroit elle est, tout ça. Il faut voir si c'est intuitif, si le design parle de lui-même ou s'il y a besoin de lui expliquer ou s'il trouve pas du tout. Et ce processus de test utilisateur, moi je dois faire des tests utilisateurs pour Hangover. Quand je fabrique des fonctionnalités, il faut que je les teste auprès d'utilisateurs. Et comme ça, on vérifie que nos nouvelles fonctionnalités sont légitimes, ont une utilité, est-ce qu'elles sont bien designées, etc. Essayer de proposer le meilleur produit possible pour nos clients. Et ce processus-là de tester, ça prend du temps. Parce qu'en fait, il faut trouver soit des gens dans l'entreprise, tu vois, parmi les 380 personnes, je peux faire tester le logiciel en interne à des gens qui sont pas directement sur le design et qui, du coup, vont pas être trop biaisés par leur métier. Mais dans l'idéal, il faudrait tester avec des vrais clients. Et ça prend du temps de trouver des gens qui sont disponibles en même temps que moi aussi, parce que le test, je le fais passer en temps réel. D'aller trouver des clients aussi, potentiellement, c'est-à-dire leur prendre du temps sur leur business à eux pour le nôtre. C'est ça qui est délicat. Donc là, j'ai une des principales missions qui est de améliorer ce process de test utilisateur pour qu'on puisse mieux tester avec plus de monde, avoir de la data plus importante pour faire moins d'erreurs et évidemment dans le but que ça prenne le moins de temps possible et le moins d'énergie possible. Et en fait, je me suis dit, mais ce problème-là, si cette optimisation potentielle-là, on l'a chez Hangover, toutes les boîtes qui créent du produit l'ont aussi. Et donc j'ai commencé à chercher les solutions qui existaient sur le marché pour tester des utilisateurs facilement, en masse, en quantité, avec le minimum d'efforts. Et il y en a des solutions sur le marché, des logiciels qui permettent de faire ça, mais souvent c'est bien compliqué. Donc là, je suis en train de réfléchir, de créer cette solution, déjà pour
nous, Ringover, et ensuite je verrai. Peut-être que je vous dis ça, ça se développera jamais parce que en fait je vais trouver qu'il y a un concurrent qui fait exactement ce que j'ai déjà en tête. Parce que oui, j'ai déjà des solutions en tête, j'ai déjà mon MVP en tête, je sais pas comment je vais le réaliser, mais je sais ce qui pourrait être très utile et très puissant. En tout cas, ça fait que 3 semaines que je suis là et j'ai déjà découvert une nouvelle problématique. Je pense qu'il y a du potentiel parce que c'est une problématique qu'ont les designers et l'intersection designer-entrepreneur est rare. Souvent, les designers n'ont pas cette envie d'aller créer une boîte ou quoi. Et donc, même s'ils ont identifié la problématique, même s'ils ont ce problème, il n'y en a pas peut-être beaucoup comparé à des ingénieurs dans leur domaine ou des marketeurs ou quoi que ce soit, qui se sont dit, bah tiens, il y a un problème, je vais créer la solution. Dans le marketing, c'est beaucoup plus dur. C'est des mecs qui sont déjà en mode, je vais faire de l'argent, donc s'ils voient un potentiel à un micro-endroit, ils vont se jeter dessus. Alors que dans le design, c'est beaucoup moins le cas, donc je me dis qu'il y a plus de place. Voilà, je vous partage mon idée. Enfin, je vous ai pas partagé mon idée, je vous ai partagé la problématique que j'ai découverte. Et ben, si je me la fais voler, nique sa mère, je regretterai. Si quelqu'un a envie de développer une solution avant moi, allez-y, je serai client. Je m'en fous de perdre l'opportunité. Si des gens connaissent aussi un logiciel qui fonctionne très bien et qui est pratique, pourquoi pas, ça peut m'aider. Peut-être qu'un jour j'aurai des idées que j'aurais pas envie de partager, mais là j'ai décidé de le faire, parce que sinon je trouvais la vidéo un peu creuse. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez compliqué pour moi de faire un équilibre entre vous dire assez de choses pour que la vidéo soit intéressante et bien sûr j'ai pas le droit de vous montrer mon travail directement, il y a des choses confidentielles. Et si vous avez des questions sur le principe d'alternance ou tout ça, j'en sais rien, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si le cœur vous en dit aussi, abonnez-vous à cette chaîne, je continuerai de vous documenter mon parcours. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!